Avant de commencer, dis-moi, d'où est-ce que tu m'écoutes? De quelle ville, de quel pays? J'adore savoir jusqu'où mes histoires arrivent. Le brouillard arrive en premier. Avant les chuchotements, avant les histoires qui résonnaient dans les villages de Normandie comme le vent qui léchait les pierres anciennes, c'était le brouillard qui enveloppait tout. Ce brouillard qui semblait avoir sa propre vie, qui enlaçait les demeures victoriennes et pénétrait par les vitres comme des doigts spectraux. Et c'était dans ce brouillard, précisément à l'automne 1858, quand les feuilles tombaient en couleur de sépulcre sur les jardins abandonnés, que Marguerite et Violette Lestang arrivèrent au village de Saint-Germain-des-Prés, apportant avec elles une beauté si troublante que le temps lui-même sembla hésiter. Les chevaux qui traînaient leur calèche noire refusèrent d'avancer plus vite, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'elles, comme si les créatures vivantes savaient instinctivement qu'il se passait quelque chose d'anormal. Elles descendirent, vêtues de velours aussi sombre que la nuit, leurs mouvements fluides et presque surhumains, et personne ne trouva naturel de les interroger sur leur provenance. Il y a des êtres qui ne suscitent pas de questions. Ils suscitent simplement de la fascination. Une fascination mêlée de crainte primitive, comme si on savait, sans savoir pourquoi, qu'il valait mieux ne pas regarder trop près, qu'il y avait quelque chose dans ces femmes que l'esprit humain n'était pas préparé à comprendre. La calèche fit le tour du village, avant de monter vers les collines. Les villageois observaient depuis leurs fenêtres, rideaux soulevés d'un doigt, comment ces deux silhouettes noires disparaissaient dans la brume. Certains firent le signe de croix. D'autres fermèrent les volets, comme pour se protéger de quelque chose qu'ils sentaient, mais ne pouvaient pas nommer. Le boulanger dit à sa femme qu'il y avait quelque chose dans les yeux de la plus grande, quelque chose qui semblait sucer la lumière elle-même. La postière remarqua comment les feuilles, ordinairement balayées par le vent, s'étaient figées quand la calèche passa, et le prêtre qui regardait depuis le parvis de l'église sentit une froideur glaciale qui ne venait d'aucune source terrestre. Il se signa 3 fois, puis rentra rapidement, comme si le simple fait de la voir prolongerait son vision et inviterait quelque chose d'invisible à suivre ses pas jusqu'à l'église. Le manoir Lestang s'élevait sur les collines comme un monument oublié, sa silhouette massive se découpant contre les cieux gris, ses tourelles pointues semblant rivaliser avec les nuages pour atteindre le ciel. C'était une construction gothique tardive, construite au siècle précédent par un aristocrate excentrique qui avait disparu mystérieusement, ou plutôt dont on parlait très peu, comme si la famille préférait oublier son existence. La propriété avait changé de main plusieurs fois, mais jamais longtemps. Les propriétaires venaient, restaient quelques mois, puis la revendaient précipitamment, parfois avec des pertes financières considérables, comme s'ils n'aspiraient qu'à fuir ce lieu maudit. Certains propriétaires partaient si vite qu'ils laissaient derrière eux des meubles, des peintures, des effets personnels d'une valeur certaine, comme s'ils devaient s'échapper dans l'urgence absolue. Personne ne savait depuis combien de temps le bâtiment était vide avant l'arrivée des sœurs. Les registres de la préfecture ne montraient qu'un nom ancien, des titres renvoyant à des propriétés perdues depuis des générations, et cette adresse qui semblait surgir d'un autre siècle, d'une autre dimension peut-être. Les archives municipales contenaient une simple note, datée de 1823, écrite par un préfet de l'époque. La propriété Lestang demeure vide et sans maître depuis 23 années. Toute tentative de la vendre a échoué mystérieusement. Les acheteurs potentiels abandonnent invariablement leurs intentions sans explication. Il est recommandé de laisser la propriété à l'abandon perpétuel. Les habitants du village avaient des théories infinies. Certains disaient que les Lestang descendaient d'une ligne aristocratique maudite, une ligne dont le nom avait été volontairement effacé des registres familiaux, supprimé de l'histoire officielle par des mains puissantes qui préféraient que cette branche de l'arbre généalogique soit oubliée. D'autres parlèrent de fortunes dilapidées dans les bacchanales parisiennes, de scandales étouffés dans les alcôves les plus secrètes de Paris, de secrets enterrés profondément dans les cryptes familiales, secrets si horribles que personne n'osait les chuchoter même à confesse, même au moment de la mort quand l'âme se prépare à rencontrer le Créateur. Il y avait une vieille femme, Mère Thérèse, qui prétendait avoir entendu dire, par sa grand-mère qui l'avait entendu de sa propre mère, que les Lestang avaient un pacte. Un ancien pacte, hérité de générations, quelque chose qui remontait au Moyen-Âge, ou peut-être encore plus loin, peut-être jusqu'au temps des Romains. Elle disait que le contrat avait été écrit dans le sang et signé avec quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Mais Mère Thérèse était sénile,
disait-on. Ces histoires n'avaient aucune valeur, et personne ne savait vraiment. Et c'était peut-être cela qui rendait tout si magnifiquement terrifiant, l'absence de certitude, le vide rempli uniquement par l'imagination et la peur, par cette capacité humaine à créer des monstres à partir du néant. Marguerite Lestang était l'aînée, 27 ans, mais avec quelque chose dans son regard qui suggérait des siècles d'expérience, une ancienneté qui transcendait les années normales. Ses cheveux noirs comme de l'encre versée sur la nuit tombaient sur ses épaules jusqu'à sa taille, et ils bougeaient comme s'ils avaient une vie propre, comme si l'air autour d'elle était transformé en quelque chose de plus dense, de plus tangible, comme si elle portait une atmosphère entièrement différente autour de son corps. Ses yeux violets, et c'était extraordinaire car les yeux violets n'existaient pratiquement pas dans la nature, et ceux qui prétendaient en avoir vu parlèrent de cela avec une crainte respectueuse, ne semblaient pas appartenir à ce monde. Ils brillaient avec une luminosité intérieure, comme s'il y avait un feu quelque part en arrière, quelque chose qui brûlait éternellement derrière ces iris impossibles, quelque chose qui jamais ne s'éteindrait. Sa bouche était très rouge, d'une rougeur naturelle que nulle poudre ne pouvait imiter, et elle dessinait des sourires qui commençaient aux lèvres mais n'atteignaient jamais l'âme. Il y avait quelque chose de mathématique dans sa beauté, quelque chose de trop parfait, comme si elle avait été construite plutôt que née, sculpturée dans la chair humaine par des mains qui comprenaient intimement les secrets du désir humain et savaient exactement comment exploiter ces secrets. Violette Lestang, à peine 2 ans plus jeune, était le reflet inversé de sa sœur, son parfait opposé et complément simultanément, comme 2 moitiés d'une équation infernale. Sa peau était si pâle qu'elle semblait translucide, presque vampirique, comme du marbre blanc dur, veiné de veines bleu-violet qui se voyaient légèrement sous la surface, comme si le sang lui-même était coloré différemment du sang normal. Ses cheveux châtain-roux étaient d'une teinte particulière, comme des feuilles pourrissantes dans les forêts anciennes, brunes avec des reflets rouge sang, des reflets qui changeaient selon la lumière, parfois dorés, parfois d'un rouge profond qui ressemblait à du sang séché. Elle parlait rarement, presque jamais, et son silence émanait d'elle comme un parfum vénéneux, quelque chose qui envahissait la pièce, qui rendait les autres mal à l'aise sans qu'ils sachent pourquoi, une sensation que quelque chose d'hostile regardait depuis la périphérie de la conscience. Ses yeux étaient d'un brun pâle, presque jaune-brun, des yeux de reptile, et ils ne clignotaient pas assez souvent, créant une impression de vigilance surnaturelle. Il y avait une qualité reptilienne en elle, quelque chose qui suggérait une intelligence froide, calculée, ancienne au-delà de toute mesure, une intelligence qui avait observé les civilisations se lever et tomber. Ensemble, elles formaient une symphonie de contradictions. Lumière et ombre, parole et silence, vie et mort dansant un menuet perpétuel dans des salons où personne n'était jamais invité à entrer, où personne n'avait jamais osé demander la permission d'entrer. On disait que leur mère était morte en les donnant naissance. On disait aussi qu'elle avait choisi de mourir plutôt que de les regarder. Les versions variaient selon qui racontait l'histoire, selon la taverne, selon l'heure du jour. Il y avait une histoire, racontée seulement par les plus vieilles femmes du village, qui disait que leur mère était venue du sud, de quelque part près de la Méditerranée, d'un endroit dont personne ne parlait jamais, comme si le nom lui-même était tabou. Que leur père, un noble dont le nom était rarement mentionné, dont on semblait avoir oublié l'existence dans les générations suivantes, l'avait rencontré lors d'un voyage dans ce sud mystérieux, d'un voyage dont personne ne parlait jamais, comme s'il était dangereux de le commenter. Qu'elle avait quelque chose d'étranger en elle, quelque chose qui n'était pas tout à fait français, pas tout à fait humain même, que quand les jumeaux étaient nés, car il y avait aussi un 3e enfant, un garçon dont personne ne parlait jamais réellement, dont l'existence était comme un secret de famille enfoui si profondément qu'il était devenu une absence de connaissance. La mère était devenue folle, qu'elle avait versé du poison dans son verre après exactement 3 jours, le jour où elle avait vu leurs yeux s'ouvrir pour la première fois, le jour où elle avait compris ce qu'elle avait mis au monde. Personne ne savait ce qui était arrivé au garçon. Certains disaient qu'il était mort aussi. D'autres prétendaient qu'il avait été envoyé loin, dans quelque institution pour les anormaux, dans quelque asile où on enferme les créatures qui ne peuvent pas être expliquées, les phénomènes qui ne cadrent pas avec la compréhension scientifique de l'époque. Ces histoires n'avaient aucune fondation évidente, mais elles persistaient, comme le brouillard lui-même, impossibles à dissiper complètement. Le docteur Étienne Marchand fut le premier.
C'était un choix stratégique, dirait-on, si on pensait que ces choses étaient stratégiques, si on croyait que chaque événement était orchestré selon un plan préexistant. Médecin respectable de 53 ans, veuf depuis une décennie après la mort de sa première femme d'une maladie pulmonaire, homme de fortune considérable acquise par des générations de pratiques prudentes et d'investissements judicieux, il était peut-être la figure la plus respectée du village après le prêtre et le maire. Ses habitudes étaient exemplaires, jamais d'excès, jamais de scandale, jamais une parole oisive ou déplacée. Il était connu pour être un homme profond, réservé, qui gardait ses émotions bien enfermées, qui observait le monde avec l'œil froid de la science. Il avait vu la mort quotidiennement pendant 30 années de pratique médicale, l'avait acceptée, avait fait la paix avec l'impermanence de l'existence humaine. Il était un rationaliste, il ne croyait pas aux superstitions, il ne croyait pas à la magie, il croyait à la science, aux faits, à la logique observable. Ou du moins le croyait-il avant de rencontrer Marguerite Lestang. Il rencontra Marguerite exactement où elle désirait être trouvée, au marché aux fleurs, un matin de mardi, cette fleur du milieu de la semaine, cette journée ordinaire qui semblait prédestinée à devenir extraordinaire. C'était un marché que Marchand fréquentait rarement, un détour de sa routine habituelle qui s'expliquait par une rationalité convenue, mais qui était, en réalité, une déviation programmée. Elle examinait les roses rouges avec la concentration de quelqu'un choisissant des pierres tombales, comme si elle consultait des options pour un cimetière. Elle les regardait une par une, avec une attention absolue, les touchait à peine du bout du doigt, comme si elle communiquait avec elles, écoutait ce qu'elles avaient à dire de leur vie brève et de leur mort à venir. Elle ne regarda pas immédiatement le docteur Marchand. Elle laissa la scène se construire d'abord, la laissa respirer comme une actrice construisant ses entrées et ses sorties, lui permit de devenir observateur, avant de devenir acteur dans ce drame qui était en cours de composition avec une précision artistique. Quand enfin elle leva les yeux, ce fut lentement, avec une précision mathématique. Ce fut comme si le ciel s'ouvrait sur l'infini, comme si l'univers entier convergeait vers ce moment précis où ses yeux violets rencontraient le regard du docteur Marchand. Il sentit son cœur, ce muscle qui avait battu régulièrement pendant 53 ans, faire un salto vertigineux dans sa poitrine. Il sentit aussi quelque chose d'autre, une sensation de chute libre, de perdre prise sur les choses solides et rationnelles qui avaient toujours formé la base de son existence, une sensation que la gravité elle-même avait changé de direction. « C'est Rose », dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin, comme si elle parlait à travers les siècles, à travers les dimensions parallèles. Elles mourront bientôt. Regardez comment les pétales commencent déjà à se courber vers l'intérieur, comment la couleur commence à s'assombrir aux extrémités. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Presque aussi magnifique que les derniers moments d'une vie bien vécue. La mort peut être magnifique quand elle est bien accompagnée, quand elle ne vient pas seule dans la nuit froide. Marchand, qui était un homme de science, un homme habitué aux faits et aux observations rationnelles, un homme qui avait disséqué la nature humaine aussi minutieusement qu'un anatomiste disséquait les cadavres, trouva en lui aucune réponse appropriée. Sa formation scientifique s'était envolée comme des oiseaux effrayés. Il y avait quelque chose dans cette femme qui transcendait la logique, qui évoquait plutôt une musique ancienne, une mélodie oubliée que son âme reconnaissait, mais que son esprit ne pouvait nommer. C'était comme si elle parlait un langage qu'il avait parlé autrefois, dans une autre vie, une autre existence. Il commença à la visiter. D'abord au hasard, ou prétendument par hasard, un passage devant le manoir Lestang en fin d'après-midi, prétextant une visite médicale qui n'avait jamais existé, une rencontre prolongée au marché, une conversation dans la rue qui semblait accidentelle, mais était orchestrée avec la précision d'un ballet. Puis il y eut l'invitation pour prendre le thé dans ce salon où le temps semblait suspendu, où les horloges tournaient, mais n'avançaient pas vraiment, où le brouillard éternel semblait pressé contre les fenêtres, comme une créature vivante, essayant de se forcer à l'intérieur. Violette regardait toujours de loin. Elle était assise dans le coin du salon, près de la fenêtre qui donnait sur les jardins morts, car le jardin du manoir était extraordinairement mort. Aucune fleur ne poussait jamais, aucune feuille n'y était verte. Même l'herbe refusait de croître, comme si la terre elle-même était empoisonnée ou maudite, cousant des fleurs sur des étoffes noires avec une diligence incessante, ses doigts fins se mouvant avec la précision d'une araignée tricotant sa toile, créant des motifs si complexes et si beaux qu'on aurait pu croire qu'ils possédaient un sens caché, une signification ésotérique.
peut-être un langage dans lequel les choses du monde souterrain communiquaient. Jamais elle ne parlait directement à Marchand. Jamais elle n'adressait la parole à quiconque qui visitait, mais il sentait ses yeux sur lui, pesant, évaluant, comme si elle mesurait quelque chose en lui qu'il ne comprenait pas, comme si elle pesait son âme sur une balance invisible et trouvait toujours qu'elle était trop légère, insuffisante. Parfois leurs regards se croisaient et il voyait une ombre traverser les yeux de Violette, une ombre qui ressemblait à de la pitié ou peut-être à de la faim, une faim qui n'avait rien de physique, quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, une faim qui semblait avoir attendu des millénaires pour trouver sa proie appropriée. Marchand aurait pu s'en aller. Il y eut des moments où il avait la main sur la porte du manoir, où il voulait courir, s'enfuir, se mettre en sécurité. Mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose qui le retenait, quelque chose qui était plus fort que sa volonté, que sa raison, que tous ces années de discipline scientifique. Les mois passèrent comme les pages d'un livre qu'on tourne sans lire, sans vraiment enregistrer ce qu'on voyait. L'hiver vint, transformant le paysage en cristal gris, les arbres se couvrant de givre qui ressemblaient à du verre brisé. Marchand se rendit compte progressivement qu'il ne mangeait plus. Ses repas restaient intacts, ses vêtements commencèrent à pendre sur son corps comme des draps sur un squelette, révélant la structure osseuse qu'il avait toujours cachée sous le poids de la vie quotidienne, révélant comment son corps n'était réellement qu'un assemblage fragile d'os et d'eau. Ses patients remarquaient que ses mains tremblaient légèrement quand il les examinait. Un tremblement qui s'aggravait chaque jour, qui finissait par devenir si grave qu'il dut abandonner certains traitements délicats. Ses collègues, inquiets, lui suggérèrent de se reposer, de prendre des vacances, de consulter un collègue de la ville voisine. Mais comment pourrait-il expliquer qu'il ne pouvait pas s'éloigner du manoir, que chaque heure loin de Marguerite était une torture qu'aucun corps humain ne pouvait supporter, une sensation de vide qui était bien pire que la faim physique? Il y avait un tremblement en lui, une vibration constante, comme s'il était accordé à une fréquence que seul son cœur pouvait percevoir, comme s'il vibrait à la même fréquence que l'univers même, à une fréquence qui le désintégrait lentement de l'intérieur. Ses collègues murmuraient, il y avait une pâleur nouvelle sur son visage, une transparence croissante, comme si quelque chose le vidait de l'intérieur, goutte après goutte, jour après jour, cellule après cellule. Les gens se demandaient s'il avait une maladie cachée, une tuberculose peut-être, cette maladie romantique qui avait fauché tant de la génération précédente. Un jour, alors que novembre était revenu, apportant avec lui des rafales de vent qui semblaient pleurer le temps perdu, Marchand proposa le mariage. Il était à genoux dans ce salon aux rideaux fermés qui semblait exister en dehors du temps normal, et il offrait bague d'or et promesses d'éternité qui auraient pu sembler ironiques, vu que l'éternité, pour lui, approchait rapidement. Il tenait la bague avec une main qui tremblait si violemment qu'il craignait qu'elle ne lui échappe. Marguerite sourit ce sourire qui ne touchait jamais l'âme, qui commençait et se terminait aux muscles faciaux, sans jamais engager l'essence profonde de qui elle était. Elle accepta avec la grâce distante d'une reine, acceptant le tribut qui lui était dû. Le mariage fut célébré rapidement, discrètement, comme si les autorités ecclésiastiques savaient quelque chose que les autres ignoraient, comme s'il y avait un accord souterrain, un secret que seuls les prêtres partageaient avec Dieu et gardaient enfermé dans les confessionnaux. Le prêtre qui les maria semblait vieilli de 10 ans après la cérémonie. Il refusa de dire la messe pendant 2 semaines après, et quand il y retourna, son confessionnal fut remarquablement vide. Les habitants du village remarquèrent que Marchand, après la cérémonie, semblait encore plus pâle, encore plus mince, comme si le mariage n'avait pas consommé son bonheur, mais plutôt le dernier de ses espoirs, la dernière trace de son humanité. 3 mois plus tard, toujours 3 mois, remarquerait-on, comme si ce chiffre était magiquement significatif, comme s'il était inscrit dans l'essence même du processus, le docteur Marchand ne vint plus à son cabinet. Ses patients attendaient, les jours passaient, mais la porte restait fermée, verrouillée, avec un panneau disant simplement « Fermé pour raison de santé ». Après une semaine, un voisin inquiet força l'entrée de sa maison, une belle maison victorienne, ordonnée, scientifique, entièrement rationnelle dans sa construction. Ce qu'il trouva devint l'une des histoires que les gens se racontaient à voix basse, tard le soir, quand le brouillard enveloppait les maisons et qu'il semblait que les murs eux-mêmes écoutaient. Le docteur Marchand était mort dans son lit, parfaitement vêtu, dans sa robe de chambre de soie bleue, les mains jointes sur la poitrine et un sourire paisible, serein.
sur le visage. Mais ce qui étonnait les médecins qui l'examinèrent, et 3 médecins vinrent de la ville voisine pour examiner ce cas extraordinaire, c'était qu'il semblait n'y avoir aucune raison médicale de mourir. Son cœur était intact, parfaitement formé. Les artères ne montraient aucun signe de maladie ou d'obstruction. Ses poumons fonctionnaient impeccablement, aucune trace de tuberculose ou de maladie pulmonaire quelconque. Son cerveau était normal, aucun signe d'empoisonnement, aucune trace de toxine. Il y avait, disait-il dans des notes que j'ai trouvées, quelque chose qui manquait, mais il ne trouvait tout pas les mots pour le décrire. Quelque chose d'essentiel s'était évaporé, comme si quelqu'un avait retiré délicatement l'essence même de la vie, sans endommager le récipient qui la contenait. Un des médecins écrivit « C'est comme si quelque chose avait sucé tout ce qui le rendait vivant, le laissant parfaitement intact, mais complètement vide. Il y a quelque chose que la médecine moderne ne peut pas mesurer, quelque chose que nous avons perdu la capacité à reconnaître. » Ces observations furent notées, puis apparemment oubliées, archivées dans des endroits où personne ne les consultait jamais. Marguerite garda le deuil pendant exactement 6 mois. On la voyait marcher seule dans les jardins du manoir, vêtue de noir complet, une silhouette spectrale parmi les arbres morts. Elle était une image parfaite de la veuve du siècle, complètement vêtue de noir, le visage couvert d'un voile de dentelle, les mouvements lents et gracieux. Quelque chose de presque théâtral dans sa démarche du deuil, chaque geste soigneusement calibré pour maximiser l'effet émotionnel. Les gens pitoyaient cette jeune veuve, si jeune pour être déjà veuve, mariée si peu de temps, widowed by fate and circumstance. Mais ceux qui la regardaient vraiment, ceux qui osaient regarder profondément dans ses yeux violets, voyaient quelque chose qui ressemblait moins à du chagrin qu'à de la satisfaction. Comme si elle avait accompli quelque chose, comme si un cycle s'était fermé, comme si une note avait été jouée dans une symphonie qui continuerait à jouer pour toujours. Et puis arriva le comte Henri de Fontaine. Aristocrate richissime de 48 ans, célèbre dans tous les salons parisiens pour son charme dévastateur et ses collections d'art inestimables, il voyageait avec une suite de 3 secrétaires et un valet personnel. Il visitait la région pour acquérir des propriétés historiques, disait-on. Mais quand il vit Marguerite lors d'une soirée organisée par le maire du village, une soirée où elle fit sa première apparition publique depuis son deuil, exactement 6 mois et 1 jour après la mort de Marchand, il oublia complètement ses affaires commerciales. Elle portait une robe de velours rouge foncé, une robe de veuve transformée en robe de reine, une robe qui semblait faite du sang des roses. Elle était assise près de la fenêtre qui donnait sur les jardins du village, comme toujours en retrait, observant le monde comme une créature des profondeurs observe la surface de l'océan, avec curiosité, mais sans intention de se joindre. Le comte ne pouvait détacher ses yeux d'elle, et il n'était pas seul. À peine un autre homme dans cette salle ne remarquerait pas sa présence, ne sentirait pas cette attraction magnétique qui émanait d'elle. Mais le comte de Fontaine était différent. Il y avait quelque chose chez lui qui rendait les autres insignifiants. C'était un homme qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait, et il voulait Marguerite. Il voulait marcher à travers cette femme jusqu'à l'autre côté de la réalité elle-même. Pendant toute la soirée, il ne s'éloigna pas de son côté, lui parlant, lui posant des questions, essayant d'entrer par les portes fermées de son esprit. Elle écoutait avec cette politesse distante, répondant à ses questions sans vraiment répondre, révélant tout en révélant rien. Et pendant toute cette soirée, Violette observa du coin du salon où elle était assise, toujours cousant, ses mains fines se mouvant sans cesse, créant des motifs complexes sur les étoffes noires, qui semblaient continuer et continuer sans fin. Il n'y avait aucune expression sur son visage pâle, aucune émotion visible. Mais il y avait quelque chose dans le rythme de ses mouvements, quelque chose dans la façon dont elle levait occasionnellement les yeux, quelque chose qui suggérait qu'elle attendait quelque chose, qu'elle savait ce qui allait se passer, qu'elle l'avait toujours su, que tout cela avait été écrit et réécrit 1 millier de fois dans les pages de l'éternité. Le comte de Fontaine proposa le mariage 3 mois plus tard, 3 mois exactement, remarquèrent certains attentifs, le même délai que Marchand. Il y avait une certaine symétrie dans le timing, une certaine poésie noire, comme si cela aussi faisait partie d'un grand design cosmique dont personne ne voyait que les petits fragments. Marguerite accepta avec la même grâce distante, le même sourire qui ne touchait pas l'âme. Elle accepta comme elle accepterait un verre d'eau, quelque chose de simple, d'inévitable, de prédéterminé. Violette, à la nouvelle, cessa brièvement de coudre. Elle posa son aiguille avec une précision extrême sur la table à côté d'elle, leva ses yeux pâles
et regarda par la fenêtre les jardins gris du manoir. Il y avait quelque chose dans ce moment qui était chargé de signification, quelque chose qui semblait faire écho à travers les corridors du temps. Puis, elle reprit son travail. Rien n'avait changé. Et c'était cela qui était terrifiant, cette absence de changement, cette immuabilité, cette sensation que tout cela s'était déjà passé et se passerait toujours, éternellement, sans fin. Le mariage du comte fut un événement extraordinaire. Des invités vinrent de toute la France, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, tous les grands centres urbains. Des orchestres jouèrent des valses viennoises et des musiques classiques. Des fleurs blanches, des roses blanches, ironiquement, recouvraient l'église de Saint-Germain-des-Prés, comme si on essayait de blanchir le péché qui allait être commis, comme si la pureté florale pouvait contrer quelque chose de beaucoup plus sombre. Marguerite était resplendissante, magnifique, presque surhumaine dans sa beauté ce jour-là, transcendant même sa beauté habituelle d'une façon qui semblait impossibilité elle-même. Et le comte, en la voyant descendre l'allée, semblait vivifié miraculeusement, comme s'il y avait eu un échange d'énergie instantané, comme si cette femme incarnait exactement ce qui lui manquait depuis des années, ce qui l'avait hanté dans ses rêves nocturnes. Ils dansèrent à la réception. Les gens observaient avec fascination hypnotique cette beauté sombre et cet homme élégant, perdus ensemble dans une danse qui semblait prendre des années, prendre des siècles, prendre toute l'éternité condensée en quelques minutes musicales. Les violons semblaient jouer des notes qui n'existaient pas dans l'échelle traditionnelle. Des notes qui émanaient, d'ailleurs, d'une dimension parallèle où la musique avait d'autres règles. Violette assistait à la cérémonie, toujours en retrait, toujours silencieuse, ses yeux châtain-roux suivant chaque mouvement de sa sœur avec une attention qu'on n'aurait pu appeler que du prédateur observant sa proie. Le comte de Fontaine rentra au manoir avec Marguerite cette nuit-là. Ce qu'il y trouva, cette maison avec ses couloirs interminables qui semblèrent conduire nulle part, ces pièces fermées dont les portes ne s'ouvraient jamais, ces bibliothèques remplies de livres dans des langues mortes et dans des écritures que nul érudit ne pouvait identifier, ces jardins où rien ne poussa jamais, où même le vent semblait craindre de souffler, où les seules plantes qui croissaient étaient les roses rouges dans le salon de Marguerite, changeraient tout. Mais au début, pendant ces premières semaines, il était trop ébloui pour remarquer. Trop amoureux, ou quelque chose qui ressemblait à l'amour, cette passion qui consume, qui dévore, qui prend tout ce qu'il y a de vivant dans une personne et le transforme en obsession pure, en servitude volontaire, en esclavage émotionnel. 2 mois plus tard, le comte de Fontaine ne répondit plus aux lettres. Ses affaires à Paris restèrent en suspens. Ses avocats envoyèrent des messagers au manoir, mais on leur dit que le comte ne recevait personne, que le comte se reposait. Quand enfin on insista pour une visite médicale, préoccupé par son silence prolongé, on trouva le comte dans sa chambre, couché, immobile, regardant le plafond sans jamais clignoter. Il vivait encore techniquement, son cœur battait encore, on pouvait le sentir en mettant la main sur sa poitrine. Il respirait encore, mais quelque chose d'essentiel s'était évaporé, exactement comme avec le docteur Marchand. Il ne parlait plus, il ne mangeait plus. Il était devenu une coquille vide, une enveloppe de ce qu'il avait été, un conteneur vide qui ressemblait à une personne, mais ne l'était pas. Les médecins qui l'examinèrent trouvaient exactement les mêmes résultats que pour Marchand. Rien ne manquait physiquement, mais quelque chose d'ineffable, d'impossible à quantifier, avait disparu. 6 mois plus tard, exactement, cette enveloppe cessa également de respirer. Le cœur s'arrêta. Les poumons cessèrent de fonctionner, et le comte de Fontaine rejoignit les rangs des morts dont la cause était inexplicable. 3 morts, 3 hommes. 3 suicides rituels qui n'en étaient pas vraiment, car aucun ne s'était tiré une balle. On n'avait trouvé aucune arme. Aucun ne s'était jeté d'une falaise. Il n'y avait aucune falaise assez proche. Ils avaient simplement cessé. Comme si Marguerite, avec sa beauté hypnotique et ses sourires vides qui ne parvenaient jamais à atteindre l'âme, leur avait sucé l'essence même de la vie, avait aspiré quelque chose de profond en eux qui était aussi vital que le sang lui-même, mais bien plus intangible. Et chaque fois, chaque mort était suivie d'une période exactement identique. 6 mois de deuil soigneusement théâtral, 6 mois de retrait du monde public, puis l'arrivée d'un nouvel homme, toujours riche, toujours de haut statut, toujours incapable de résister à cette beauté qui semblait contenir tous les mystères de l'univers, tous les secrets de la mort elle-même. Les gens commencèrent à parler. D'abord tout bas dans les confessionnaux,
les prêtres refusant d'absoudre les pécheurs qui parlèrent de ce sujet, comme si en parler était en soi un péché inexpiable. Puis, plus fort, dans les marchés, dans les tavernes, dans les salons des femmes, ils donnèrent à Marguerite un surnom, la veuve noire. Non pas parce qu'elle tuait ses maris, il n'y avait aucune preuve de cela, aucune trace de poison que les autopsies puissent détecter, aucun crime identifiable que la loi puisse poursuivre, mais parce que quelque chose en elle les consumait, les vidait, les transformait en cadavres animés, avant que leur corps ne cesse finalement de fonctionner. Quelque chose dans ses yeux violets qui voyaient à travers vous, plutôt que vous regarder. Quelque chose dans ce silence profond de Violette, qui semblait la complice parfaite, l'orchestratrice silencieuse du drame qui se déroulait. Les deux sœurs étaient inséparables. Où allait Marguerite? Violette suivait comme une ombre faite de chair et d'os, toujours cousant, toujours silencieuse, toujours observant avec ses yeux pâles, qui ne clignotaient jamais assez. Les gens murmuraient qu'elles n'étaient peut-être pas des sœurs du tout, que le mot était peut-être un euphémisme pour quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose de bien plus ancien. Que peut-être elles n'étaient qu'une seule créature divisée en deux formes, deux aspects d'une même essence sombre et ineffable. Les hommes continuaient à arriver. Malgré les rumeurs, malgré les histoires que les femmes criaient à leurs maris lors des réunions familiales, malgré les avertissements murmurés dans les rues, les hommes continuaient à venir au manoir Lestang. Il y avait quelque chose dans cette beauté interdite, quelque chose dans cette aura de danger qui attirait les hommes comme les papillons à la flamme. Peut-être que c'était exactement cela qui était magnifique, le danger. Peut-être que ces hommes, usés par les années de vie banale, de mariage étriqué avec des femmes ordinaires, rêvaient-ils secrètement d'une mort aussi extraordinaire. Et Marguerite offrait cela, non pas la mort, mais quelque chose de bien plus séduisant, la promesse de transcendance, de vivre au-delà de la mortalité ordinaire, même si cela signifiait que vous quittiez votre corps pour le faire. Entre 1858 et 1893, pendant 35 ans, Marguerite Lestang épousa 13 fois. 13 fois, elle devint veuve. 13 hommes s'allongèrent dans leur lit parfaitement vivants, consciemment respirant, leur cœur battant normalement, puis au cours des mois suivants, cessèrent graduellement de vivre sans que personne puisse dire comment ni pourquoi. Il y avait le marquis de Lavalette qui arriva en 1862 avec ses chevaux de race et son lignage qui remontait à Charlemagne lui-même. Il vécut 18 mois avec Marguerite, plus long que les autres. Peut-être avait-elle pris du plaisir à étirer ce cas, à prolonger l'expérience, à explorer les variations dans le processus. Son mort fut découverte un matin d'hiver, assis dans le salon, les yeux grands ouverts, gelé en quelque sorte dans une contemplation éternelle, comme s'il avait vu quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il y avait aussi le général Beaumont, héros militaire, homme d'une force physique réputée légendaire, un homme qui avait mené des batailles et remporté des victoires. On disait qu'il avait arrêté une ligne de bataille entière à lui seul, que ses mains avaient tué plus d'ennemis que certaines armées. Mais quand il entra au manoir Lestang, même sa force légendaire ne lui servit à rien, elle ne pouvait pas l'aider. Il s'éteignit comme une chandelle dans un ouragan, sans résistance, sans protestation, acceptant simplement ce qui venait comme un soldat accepte son destin sur le champ de bataille. Il y avait le professeur Ducasse, un homme de science comme Marchand, qui pensait pouvoir comprendre, analyser, rationaliser ce qui se passait. Il remplit des cahiers entiers de ses observations, des théories sur ce qui se passait, des hypothèses scientifiques sur la nature de Marguerite et de Violette. Il écrivit des formules mathématiques qui auraient pu expliquer le phénomène. Ces cahiers disparurent après sa mort. On disait qu'on les avait retrouvés dans la chambre du manoir, mais que quelqu'un, on ne savait jamais qui, les avait brûlés. Peut-être Violette, peut-être Marguerite elle-même. Ou peut-être que les archives avaient simplement décidé qu'elles n'existaient jamais. Les autorités enquêtèrent, ou du moins firent semblant. Mais comment accuser une femme de meurtre quand le crime n'existe pas, quand l'autopsie ne révèle rien, quand la science moderne elle-même refuse de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de mal? Comment la condamner pour sorcellerie dans un siècle qui proclamait être au-delà de telles superstitions, qui avait rejeté les brûlements de sorcières comme des reliques d'un passé barbare et ignorant? Les documents d'époque que j'ai trouvés dans les archives provinciales montrent des réquisitoires qui abandonnent l'affaire à la dernière minute. Des juges qui écrivaient « Bien que la situation soit extraordinaire, la loi ne peut poursuivre que ce qui est prouvable.
Les policiers qui enquêtaient rapportaient des étrangetés inexplicables. Comment Marguerite savait, avant même qu'on le lui dise, ce que vous pensiez? Comment ses yeux semblaient vous voir à travers? Comment elle pouvait décrire précisément vos pensées les plus cachées, vos secrets les plus enfouis? Une femme inspecteur, une rareté à l'époque, qui avait visité le manoir une fois et une seule fois, sombra par la suite dans une dépression silencieuse et refusa jamais de revenir à la propriété. Elle écrivit une lettre, jamais envoyée, décrivant ses sensations. J'ai senti pendant ma visite que mes pensées n'étaient pas mes propres pensées, que quelque chose d'extérieur à moi scrutait l'intérieur de mon crâne, que si j'avais passé 1 heure de plus dans cette maison, j'aurais cessé d'exister. Violette ne se maria jamais, elle resta toujours dans l'ombre de sa sœur, cette présence silencieuse qui observait, qui cousait, qui attendait, avec une patience qui semblait surhumaine. Certains murmuraient qu'elle était bien pire que Marguerite, que la beauté sombre et hypnotique de Marguerite était peut-être simplement le leurre, le piège visible, et que la vraie dangerosité venait de Violette, de ce silence absolu, de cette absence totale d'émotion, de cette intelligence glaciale qui semblait peser chaque action, chaque parole, chaque souffle. Qu'y avait-il derrière ces yeux pâles? Quelle intelligence antédiluvienne orchestrait tout cela? Était-elle l'aînée réelle, celle qui contrôlait vraiment Marguerite? Ou était-elle une entité unique, divisée, fonctionnant comme une seule créature programmée vers un but unique et immuable? Les années passèrent, comme les pages d'un vieux livre que personne ne lit plus. 1870. Les Prussiens envahissaient la France. Les villages étaient en chaos. Mais au manoir Lestang, rien ne changeait. Le brouillard continuait à envelopper la propriété. Les roses rouges continuaient à pousser uniquement dans le salon de Marguerite. Et les hommes continuaient à arriver. 1875. La République était consolidée. Les chemins de fer se développaient, mais le pattern se répétait inexorablement avec une perfection mathématique. Mariage, 3 à 6 mois ensemble. Puis le mari cessait de vivre, transformé en quelque chose de moins que la mort, car la mort aurait été un soulagement. Et après 6 mois de deuil soigneusement théâtral, Marguerite réapparaissait en public, plus belle que jamais, et un autre homme devait arriver. Par 1893, il ne restait que quelques habitants du village d'origine. La plupart avaient fui, migré vers les villes, vers les régions où le brouillard ne descendait jamais aussi profondément, où les histoires n'étaient que des histoires. Même les plus courageux, les plus rationnels, trouvaient qu'il y avait quelque chose de profondément anormal dans la région autour du manoir. Les plantes ne poussaient pas près de la propriété. La végétation semblait consciente de la malédiction qui émanait du bâtiment. Les animaux refusaient de s'en approcher. Les oiseaux changeaient de direction quand ils volaient au-dessus. Et chaque fois que le brouillard descendait, et il descendait souvent, plus souvent que dans les autres régions, comme s'il était attiré là, c'était comme si le monde retenait son souffle, comme si la nature elle-même retournait à un état primordial de crainte. Dans une lettre écrite par le dernier curé de Saint-Germain-des-Prés, découverte des décennies plus tard dans les archives provinciales, cachée derrière les reliures d'un journal paroissial de 1892, il écrivait avec une main tremblante « Je ne sais pas ce que sont ces femmes. Je ne sais pas si elles sont vivantes dans le sens que nous comprenons. Je ne sais pas si elles sont humaines ou si elles sont quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de bien plus effrayant. Je sais uniquement que chaque homme qui franchit le seuil du manoir Lestang perd quelque chose que la médecine ne peut expliquer. Une essence, une âme, peut-on oser dire dans un siècle moderne comme le nôtre, quand nous avons électricité et chemin de fer et que nous pensons avoir conquis la nature elle-même. Ce que je sais, c'est que le silence de Violette m'a plus terrifié que tous les crimes du monde réunis. Un silence peut-il être si éloquent qu'il parle plus fort que toute confession? Je rêve de ces yeux pâles qui me regardent à travers l'obscurité. Je rêve du bruit du ciseau coupant le tissu. Je rêve de roses qui poussent à partir de la chair putréfiée. En 1893, Marguerite disparut. Simplement. Totalement. Elle n'arriva jamais à son rendez-vous mensuel au marché aux fleurs. Elle ne reçut aucun visiteur. Elle n'envoya aucun message. Le manoir resta fermé pendant des mois. Les volets étaient fermés. Aucune lumière ne brûlait aux fenêtres. C'était comme si le bâtiment lui-même était devenu une tombe. Quand finalement, à la demande du préfet, on força l'entrée du manoir, les portes cédant facilement comme si elles l'attendaient, on ne trouva que Violette, assise exactement où elle avait toujours été, dans ce salon où le temps n'existait pas, cousant toujours,
ses mains fines continuant leurs mouvements rituels, créant des motifs sur les étoffes noires qui semblaient ne jamais se terminer. Elle refusa de parler. Elle refusa absolument de dire où était allée Marguerite. Elle refusa de parler sur quoi que ce soit. Elle continua simplement à coudre jour après jour, année après année, jusqu'à sa propre mort en 1912, à l'âge de 56 ans, d'une cause qui, encore une fois, resta sans explication médicale. Elle s'éteignit simplement, comme si elle avait décidé que son travail était terminé, que le pattern avait été complété et qu'il n'y avait plus de raison de continuer. Quand on entra dans sa chambre après sa mort, on trouva ses mains encore posées sur l'ouvrage, l'aiguille toujours enfilée, un motif de rose rouge sur une étoffe noire, resté inachevé pour l'éternité. Ce n'est que des décennies plus tard, quand un chercheur obsessif nommé Adrien Beaumont commença à fouiller systématiquement les archives provinciales de Normandie, que la véritable portée de ce qui s'était passé commença à émerger de l'oubli volontaire. Beaumont était un homme étrange, un universitaire qui avait abandonné sa carrière à la Sorbonne pour étudier les anomalies historiques, ces moments que la plupart des gens préféraient ignorer ou oublier. Il avait entendu parler du manoir Lestang par hasard, lors d'une conversation dans un café parisien, un murmure entre deux vieilles femmes qui cessèrent immédiatement de parler quand elles le remarquèrent. Mais ce murmure, cette fraction de seconde de conversation interrompue, avait suffi à piquer sa curiosité avec l'intensité d'un poison qui se transmet goutte à goutte. Ce qu'Adrien Beaumont découvrit dans les archives détériorées de Saint-Germain-des-Prés le transforma. Les documents étaient fragmentaires, certains délibérément déchirés, d'autres tellement endommagés qu'ils étaient à peine lisibles. Mais ensemble, ils racontaient une histoire qui n'était jamais complètement contée, qui était censée rester fragmentée, dispersée, impossible à reconstruire. Il trouva des certificats de mariage portant le nom de Marguerite, toujours Marguerite, mariée 13 fois. 13 certificats, 13 noms différents d'hommes et 13 certificats de décès, correspondant parfaitement, séparés invariablement par une période de quelques mois à 1 an. Mais il y avait quelque chose de plus perturbant encore. Dans les marges d'un journal paroissial de 1875, un prêtre avait écrit des notes fragmentaires, des observations qu'il n'osait pas énoncer clairement. Les yeux de la femme contiennent quelque chose d'ancien, quelque chose qui a regardé le monde depuis le commencement des temps. Quand elle regarde quelqu'un, on dirait que cette personne devient vert, devient transparente. Je crains que ce ne soit pas une femme. Je crains que cela ne soit quelque chose qui porte le masque d'une femme. Beaumont découvrit aussi, caché dans une enveloppe fermée et scellée depuis 1893, un ensemble de lettres écrites par Violette Lestang elle-même. Ces lettres avaient une qualité extraordinaire. Elles étaient écrites dans une calligraphie parfaite, mathématiquement précise, mais les mots eux-mêmes formaient des phrases qui semblaient contenir plusieurs niveaux de sens simultanément. Une lettre datée de 1870, adressée à un destinataire jamais identifié, contenait ce passage. Le travail continue. Les roses poussent bien cette année. Mon aiguille ne fatigue jamais. Et Marguerite danse, danse toujours, comme elle a toujours dansé. Nous sommes patientes. Le temps n'a pas d'importance pour nous. Une année, un siècle, c'est la même chose. Nous attendons. Attendait quoi? C'était une question que Beaumont se posait constamment. Attendait-elle que quelque chose arrive? Ou attendait-elle simplement dans cette patience infinie que le monde change, que le siècle avance, que les archives s'effondrent et que tout soit finalement oublié? Y avait-il un but à ces mariages, à ces morts soigneusement orchestrées? Ou était-ce simplement ce qu'elle faisait, aussi naturellement que les araignées construisèrent leurs toiles, aussi inévitablement que le soleil se levait chaque matin? Beaumont commença à investiguer les hommes eux-mêmes. Qui étaient ces 13? Avaient-ils quelque chose en commun? Il trouva quelque chose. Tous les hommes venaient de familles riches. Tous possédaient des collections d'art ou de livres. Mais plus intéressant encore, tous avaient un lien, si infime soit-il, avec une certaine branche du mysticisme français. L'un d'eux, le comte de Fontaine, avait été membre d'une société secrète parisienne. Un autre, le professeur Ducasse, avait écrit un essai sur les phénomènes paranormaux avant de disparaître. Pouvait-il y avoir une connexion? Étaient-ce ces connaissances ésotériques qui attiraient les femmes, ou était-ce plutôt que ces hommes reconnaissaient en elles quelque chose de familier, quelque chose qu'ils avaient longtemps cherché? Beaumont commença à interviewer les derniers survivants qui se souvenaient du manoir. Il y avait une femme, mademoiselle Catherine Fontaine,
une parente du comte défunt, qui accepta de le rencontrer dans sa maison de retraite à Paris. Elle était très vieille. Ses mains tremblaient constamment, et ses yeux avaient cette qualité qu'avaient les yeux de ceux qui avaient vu quelque chose que la civilisation n'était pas censée produire. Elle lui raconta comment son cousin Henri avait changé après son mariage, comment il était devenu transparent, comment ce n'était pas seulement physique, sa perte de poids, mais quelque chose de profond, comme s'il était vidé de son intérieur, comme si une machine silencieuse fonctionnait à l'intérieur de lui, extrayant systématiquement chaque élément vital. « Je lui ai rendu visite une fois, dit-elle à Beaumont, sa voix tremblotante mais claire. Je n'aurais jamais dû, au manoir. Je ne resterai jamais assez longtemps pour vraiment voir, mais assez longtemps pour comprendre qu'il était déjà parti. Son corps était assis dans un fauteuil. Il me regardait. Mais il n'y avait personne derrière ses yeux. Il avait été remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose qui portait son habit. Beaumont lui demanda de décrier Marguerite. Qu'avait-elle vu? Mademoiselle Fontaine referma les yeux longtemps, très longtemps, comme si elle essayait d'accéder à des souvenirs enfouis profondément dans son cerveau, sous des couches de temps et de trauma. Elle était belle, finit-elle par dire. Tellement belle que cela semblait impossible. Je me souviens de penser qu'une telle beauté ne devrait pas exister chez les créatures vivantes. Elle était trop parfaite, trop mathématique, comme si quelqu'un avait étudié pendant 1000 ans comment être beau, comment être irrésistible, et avait finalement créé son chef-d'œuvre. Quand elle souriait, j'avais l'impression que mes propres pensées disparaissaient, que je devenais un navire vide, rempli seulement de sa présence. Beaumont demanda aussi à mademoiselle Fontaine ce qu'elle savait de Violette. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas parler de la sœur, dit-elle simplement. Certains silences doivent être préservés. Certaines choses ne devraient jamais être nommées. » Il y eut des rapports, des murmures qui circulaient entre les habitants de Saint-Germain-des-Prés comme des fantômes errants. Au cours des années 1960 et 1970, plusieurs personnes affirmèrent avoir vu des femmes dans le brouillard, près des ruines du manoir. 2 femmes qui correspondaient à la description historique de Marguerite et Violette, marchant ensemble, toujours ensemble, à travers le brouillard qui semblait s'épaissir autour d'elles. Il y avait un jeune couple, Michel et Adèle Rousseau, qui prétendaient les avoir vus lors d'une promenade nocturne en 1967. Michel était un rationaliste absolu, un ingénieur qui ne croyait en rien d'irrationnel. Mais quand il raconta l'incident à Adèle, quelque chose avait changé en lui. Il était resté silencieux pendant le reste de la nuit, et quand Adèle demanda ce qu'il avait vu pendant qu'elle, de son côté, percevait juste une présence, Michel refusa de parler. Il refusa même de retourner à Saint-Germain-des-Prés. Il changea d'emploi peu de temps après, déménagea à Marseille, s'éloigna aussi loin que possible de cette région. Il y eut aussi le rapport d'un photographe, Henri Marcellet, qui affirmait avoir photographié les ruines du manoir en 1973 pour un magazine de voyage régional. Quand il développa ses photographies en chambre noire, quelque chose d'étrange était apparu dans les négatifs. Une figure, non, 2 figures, dans les ombres du bâtiment. Les formes étaient vagues, indistinctes, mais nettement humaines, nettement féminines. Et quand il montra les photographies à un ami expert en photographie, celui-ci devint extrêmement troublé. « Ces figures ne peuvent pas être expliquées rationnellement, dit-il. Elles ne sont pas sur la surface de la pellicule. Elles sont dans la pellicule elle-même, comme si elles avaient été brûlées de l'intérieur. » Marcellet brûla ces photographies peu de temps après. Elles étaient trop perturbantes. Pas pour la publication. Il ne garda qu'une seule copie qu'il plaça dans une enveloppe fermée et scellée et qui ne serait ouverte qu'après sa mort. Quand elle le fut, il mourut en 1998, les photographies montraient clairement ce qu'il avait vu, et elles causèrent un petit émoi dans les cercles de parapsychologie français, bien que les explications rationnelles prédominent. Reflet de lumière, erreur de développement, construction de l'imagination. Mais pour ceux qui avaient entendu les histoires, pour ceux qui connaissaient l'existence de Marguerite et Violette, les photographies n'avaient qu'une signification. Elles attendaient toujours. Elles n'avaient jamais réellement quitté le manoir. Elles habitaient ce lieu figé dans un moment éternel, répétant les mêmes gestes, le même drame, encore et toujours. Il y eut aussi un incident en 1982, rapporté par un jeune enfant nommé Antoine Leclerc, qui vivait à la périphérie de Saint-Germain-des-Prés. Il avait prétendument vu une femme très belle, avec des yeux violets, qui l'invitait à entrer dans le brouillard. Il avait suivi cette femme pendant ce qui semblait être quelques minutes.
Quand il était finalement revenu à la réalité, 7 heures avaient passé. Ses parents étaient fous d'inquiétude. Il ne put jamais expliquer où il était allé, ce qui s'était passé. Il sombra dans une dépression bizarre, murmonnant des choses à propos de roses rouges et d'aiguilles qui traversaient du tissu éternellement. Il fut institutionnalisé à l'âge de 17 ans et y mourut 10 ans plus tard, sans jamais se rétablir complètement de ce qui lui était arrivé. En 2003, lors de travaux de restauration partielle des ruines du manoir Lestang, une initiative de préservation du patrimoine, les ouvriers découvrirent quelque chose qui aurait dû rester à jamais caché. Dans une chambre murée au-dessus de la cuisine, derrière des thèmes rasants, vou reescrever o final mantendo a história completamente no século XIX, sem nenhuma referência ao século XX ou XXI. Em setembro de 1893, quelques jours avant sa disparition, Marguerite Lestang écrivit ses dernières pensées dans un journal relié en cuir rouge sang. Ce journal fut découvert par le dernier curé de Saint-Germain-des-Prés, lors d'une visite forcée au manoir, caché dans une chambre murée au-dessus de la cuisine, derrière des briques qui semblaient avoir été posées avec l'intention explicite de ne jamais être retirées. Le curé Père Michel Dubois, un homme de 62 ans qui avait vu bien des choses dans sa longue carrière ecclésiastique, trembla en tenant ces pages. L'écriture était élégante, presque hypnotique, une calligraphie qui semblait danser sur la page avec une grâce surnaturelle. Mais c'étaient les mots eux-mêmes qui le terrifiaient. Les premières pages dataient de 1858, l'année de l'arrivée des sœurs. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces entrées. Elles ne parlaient pas de voyage, ne parlaient pas d'installation. Elles commençaient au milieu d'une histoire déjà en cours, comme si Marguerite écrivait la continuation de quelque chose qui avait commencé bien avant, dans un autre siècle, dans un autre pays, peut-être dans un autre monde entièrement. La première entrée lisible disait simplement « Nous sommes arrivés encore une fois. Combien de fois avons-nous fait cela? Combien de villes, combien de villages, combien de propriétés abandonnées avons-nous habité à travers les siècles? Je ne me souviens plus. Violette dit que cela fait 1600 ans. 1600 ans depuis que nous avons accepté le pacte. 1600 ans depuis que nous avons cessé d'être humaines. » Les entrées suivantes devenaient progressivement plus détaillées, plus révélatrices. Marguerite écrivait sur les hommes qu'elle épousait avec une froideur clinique qui était plus terrifiante que n'importe quelle émotion. Elle décrivait le processus comme un fermier décrirait la récolte. Comment elle les choisissait, comment elle les attirait, comment elle extrayait lentement ce qu'elle appelait l'essence vitale, quelque chose qui n'était pas le sang, pas l'âme dans le sens religieux, mais quelque chose entre les deux, quelque chose que la médecine de l'époque ne pouvait comprendre et ne comprendrait peut-être jamais. Le docteur Marchand, écrivait-elle en octobre 1858, est un homme bon, c'est ce qui le rend difficile. Les hommes cruels, les hommes sans conscience, ceux-là sont faciles. Leur essence est déjà corrompue, déjà à moitié morte. Mais Marchand a une lumière en lui, une luminosité intérieure qui vient de décennies de soins pour les autres, de compassion authentique. C'est cette lumière que je dois éteindre. C'est cette luminosité que je dois aspirer goutte à goutte jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité. Elle décrivait aussi Violette avec une affection qui semblait presque humaine, presque touchante, si ce n'était pas pour le contexte horrifiant. Ma sœur ne parle jamais, pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle a choisi il y a des siècles de ne plus le faire. Elle dit que les mots sont des mensonges, que le silence est la seule vérité. Elle coude ses motifs éternellement, créant des patterns qui contiennent notre histoire, notre essence, tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne serons jamais. Chaque rose qu'elle brode représente une vie prise, chaque pétale est une âme consumée. Si quelqu'un comptait les roses dans ses ouvrages, il trouverait exactement 347. Bientôt ce sera 348. Mais c'étaient les dernières entrées du journal qui changeaient tout, les entrées de 1893, les mois précédant sa disparition. Ici, quelque chose de fondamental avait changé dans l'écriture de Marguerite. L'élégance froide était remplacée par quelque chose qui ressemblait à du désespoir, à de la fatigue cosmique, à un épuisement qui transcendait le physique pour toucher quelque chose de bien plus profond. « Je ne peux plus continuer », écrivait-elle en mars 1893, 1600 ans. 1600 ans de cette existence sans vie, 1600 ans de beauté qui est devenue une prison, de jeunesse éternelle qui est devenue une malédiction. Je regarde dans le miroir et je vois un monstre portant le masque d'une femme. Chaque homme que j'épouse, chaque vie que je prends, ajoute un poids à mon âme. Si j'ai encore une âme,
que même l'éternité ne peut supporter. Elle écrivait sur des rêves, des cauchemars qui la hantaient, même pendant ses heures éveillées. Des visions de tous les hommes qu'elle avait tués à travers les siècles, pas seulement les 13 de Saint-Germain-des-Prés, mais les centaines, peut-être les milliers qui étaient venus avant. Elle les voyait tous, debout autour de son lit la nuit, leurs yeux vides la fixant avec une accusation silencieuse. Elle entendait leur voix, chuchotant son nom, réclamant ce qu'elle leur avait volé. « Violette dit que ce sont des hallucinations », écrivait-elle. « Que notre espèce n'a pas de conscience, n'a pas de culpabilité, que nous sommes au-delà de ces faiblesses humaines. Mais si c'est vrai, pourquoi est-ce que je les vois? Pourquoi est-ce que leur visage me hante? Pourquoi est-ce que chaque nuit, quand je ferme les yeux, je sens leurs mains froides sur ma peau, essayant de reprendre ce que j'ai volé? » Les dernières entrées devenaient fragmentaires, presque incohérentes, comme si Marguerite perdait sa propre stabilité mentale, si quelque chose d'immortel pouvait perdre la raison. Elle écrivait sur un plan, un moyen d'échapper au pacte. Elle avait trouvé quelque chose dans les archives anciennes du manoir, quelque chose qui avait été laissé là par un propriétaire précédent. Peut-être l'aristocrate excentrique du XVIIIe siècle qui avait construit la propriété, un rituel, une méthode pour briser le pacte, mais à un prix terrible. « Le rituel exige un sacrifice », écrivait-elle dans sa pénultième entrée, datée du 15 septembre 1893. « Pas un sacrifice de vie, nous avons déjà pris assez de vie. Non, ce rituel exige quelque chose de bien plus précieux. Il exige que nous renoncions à notre immortalité volontairement, que nous acceptions la mort, pas simplement la cessation d'existence, mais l'anéantissement complet. Notre essence sera dispersée dans le néant, nous ne serons plus rien, pas de paradis, pas d'enfer, pas de réincarnation, simplement l'absence absolue. » L'entrée finale était la plus courte et la plus déchirante. Elle était datée du 20 septembre 1893, 5 jours avant que Marguerite disparaisse pour toujours. J'ai parlé à Violette du rituel. Elle a refusé. Elle dit qu'elle préfère l'éternité maudite à l'anéantissement. Elle dit qu'elle continuera, seule s'il le faut, qu'elle trouvera d'autres compagnes si nécessaire, que le pacte doit être honoré. Nous nous sommes disputés pour la première fois en 1600 ans. Elle a pleuré. Je ne l'avais jamais vue pleurer. Même ses larmes étaient silencieuses. Mais je ne peux plus continuer. Je choisis l'oubli. Je choisis le néant. Si quelqu'un lit ceci, sachez que ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la libération. Après 1600 ans de beauté maudite, après 1600 ans de prendre des vies pour maintenir la mienne, je choisis enfin de mourir. Vraiment mourir. Complètement disparaître. Et peut-être, dans cet oubli absolu, je trouverai enfin la paix que l'éternité m'a refusée. Marguerite Lestang, née il y a si longtemps que je ne me souviens plus de mon nom original, morte ce soir, volontairement, complètement, définitivement. Après cette entrée, il n'y avait que des pages blanches, des dizaines de pages vierges, intactes, attendant une histoire qui ne serait jamais écrite. Le père Dubois lut le journal dans un état de choc absolu. Ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir les pages. Quand il arriva à la dernière entrée, il ferma le livre avec révérence, comme s'il scellait un tombeau. Il savait ce qu'il devait faire. Ce journal ne pouvait pas être révélé au public. Les conséquences seraient trop dangereuses. Les gens penseraient qu'il était devenu fou. Ou pire, ils le croiraient, et la panique s'emparerait du village. Il décida de cacher le journal dans les archives de l'église, dans une section secrète que seuls les curés de la paroisse connaissaient. Là, avec les autres documents interdits, les cas d'exorcisme, les témoignages de possession démoniaque, les confessions trop horribles pour être détruites mais trop dangereuses pour être révélées, le journal de Marguerite Lestang resterait scellé. Mais avant de le faire, il écrivit une note d'accompagnement datée du 28 septembre 1893. Que celui qui trouve ce document sache ceci. J'ai visité le manoir Lestang 3 jours après la disparition de Marguerite Lestang. J'ai trouvé Violette Lestang assise dans le salon, exactement où elle avait toujours été, cousant toujours ses motifs infinis sur des étoffes noires. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Elle n'a pas cessé de coudre. J'ai demandé où était sa sœur. Elle n'a pas répondu. J'ai insisté, toujours rien. Alors j'ai remarqué quelque chose. Sur l'étoffe qu'elle cousait, il y avait un nouveau motif, une rose différente des autres. Cette rose était brodée avec un fil rouge sang qui semblait encore humide, encore frais. Et au centre de cette rose, brodée en lettres minuscules, presque invisibles,
Il y avait un nom, Marguerite. Je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai quitté le manoir immédiatement. Je n'y retournerai jamais. Que Dieu ait pitié de leurs âmes, si elles en ont encore. Père Michel Dubois, curé de Saint-Germain-des-Prés. Le père Dubois mourut 3 semaines plus tard dans son sommeil, d'une cause que les médecins qualifièrent d'inexplicable. Son cœur était intact. Ses poumons fonctionnaient parfaitement. Il n'y avait aucune maladie, aucune blessure. Il était simplement parti, comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré de lui pendant la nuit. Violette resta au manoir jusqu'à sa mort, en 1912. Durant ces 19 années, personne ne la vit jamais quitter la propriété. Des livraisons de nourriture étaient laissées à la porte, toujours payées en avance avec de l'or ancien, dont personne ne pouvait identifier la provenance. Mais personne ne la vit jamais. Les livreurs rapportaient qu'ils entendaient parfois un bruit venant de l'intérieur, le son rythmique de ciseaux coupant du tissu, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Quand finalement on découvrit son corps en 1912, elle était assise dans le salon, l'aiguille encore dans la main, un ouvrage inachevé sur ses genoux. Son visage était paisible, presque serein. Et sur l'étoffe noire qu'elle cousait, il y avait maintenant 348 roses, 348 vies, 348 âmes brodées dans le tissu de l'éternité. Le manoir fut abandonné après sa mort. Personne ne voulait l'acheter. Personne ne voulait même s'en approcher. Il resta debout, solitaire sur les collines, ses fenêtres brisées regardant comme des yeux morts le village en contrebas. Les années passèrent, les saisons changèrent, mais le manoir restait, immuable, éternel, comme un monument à quelque chose que l'humanité n'était pas censée comprendre. Les habitants de Saint-Germain-des-Prés ne parlent pas du manoir, ils ne parlent pas de Marguerite ou de Violette. C'est comme si un accord silencieux existait, un accord de ne jamais nommer ces choses, de ne jamais reconnaître ce qui s'était passé dans leur village pendant 35 ans. Les enfants apprennent très jeunes à ne jamais s'approcher des ruines. Les adultes changent de conversation quand le sujet est mentionné, et les anciens restent silencieux avec une intensité qui en dit plus que tous les mots. Mais parfois, quand le brouillard descend, et il descend encore aussi épais et impénétrable qu'en 1858, il y a des gens qui jurent voir des silhouettes. 2 femmes marchant ensemble dans la brume grise, l'une grande et élancée, ses cheveux noirs flottant autour d'elle, comme s'ils avaient leur propre vie. L'autre plus petite, pâle comme un fantôme, ses mains se mouvant constamment comme si elle cousait l'air lui-même. Certains disent que Marguerite n'a jamais vraiment accompli le rituel, que c'était un mensonge qu'elle s'était raconté, une dernière tentative désespérée de s'échapper d'une prison qui n'avait aucune sortie, que l'immortalité, une fois acceptée, ne peut jamais être révoquée, que le pacte, une fois signé, ne peut jamais être brisé. D'autres disent que Marguerite a réussi à s'échapper, qu'elle a trouvé l'anéantissement qu'elle cherchait, mais que Violette continue seule, éternellement fidèle au pacte, éternellement cousant ses motifs infinis, éternellement attendant dans ce manoir maudit que quelqu'un d'autre vienne, attiré par une beauté qu'il ne comprend pas et ne peut pas résister. Et il y a une 3e théorie, murmurée seulement par les plus superstitieux, par ceux qui croient encore aux anciennes histoires, aux vieux mythes. Cette théorie dit que Marguerite et Violette ne sont pas 2 personnes, qu'elles ne l'ont jamais été, qu'elles sont une seule entité divisée en 2 formes, l'une qui attire, l'autre qui consume, l'une qui parle, l'autre qui écoute, l'une qui est visible, l'autre qui travaille dans l'ombre. Que séparer l'une de l'autre est impossible, comme essayer de séparer la lumière de l'obscurité, le jour de la nuit, la vie de la mort. La vérité, comme toutes les vérités dans cette histoire, reste enfouie dans le brouillard, enfouie dans les archives secrètes de l'Église, enfouie dans les souvenirs de ceux qui sont morts sans jamais raconter ce qu'ils avaient vu, enfouie dans le silence de Violette, un silence qui parle plus fort que tous les aveux. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Entre 1858 et 1893, 13 hommes sont morts dans des circonstances inexplicables après avoir épousé Marguerite Lestang. 13 vies ont été prises sans violence, sans poison, sans meurtre dans le sens juridique du terme. 13 âmes ont été aspirées par quelque chose que la médecine refuse de reconnaître et que la science ne peut pas expliquer. Et ce que nous savons aussi, c'est que le brouillard continue à descendre sur Saint-Germain-des-Prés.
que le manoir Lestang continue à se dresser contre le ciel gris, que parfois, très rarement, un homme disparaît dans cette région, disparaît sans explication, sans trace, comme s'il avait été effacé de l'existence elle-même. Les autorités parlent d'accident, de fugue, de suicide. Mais les habitants savent. Ils ont toujours su. Certaines choses ne meurent jamais vraiment. Certaines malédictions ne peuvent jamais être brisées. Et certaines beautés sont si dangereuses qu'elles transcendent la mort elle-même. Le brouillard descend encore ce soir sur Saint-Germain-des-Prés. Les villageois ferment leurs volets. Les enfants rentrent avant la tombée de la nuit. Et dans les ruines du manoir Lestang, quelque chose bouge dans l'obscurité. Quelque chose qui a attendu pendant des siècles. Quelque chose qui attendra des siècles encore. Parce que l'éternité, après tout, n'a aucune urgence. Et la veuve noire de Normandie a tout le temps du monde. Fin note trouvée dans les archives de l'église de Saint-Germain-des-Prés, datée de 1893, ce document ne doit jamais être révélé au public. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues. Certaines histoires sont mieux oubliées. Que celui qui trouve ceci comprenne, le silence est parfois la seule protection contre ce qui habite dans l'ombre. Père Michel Dubois.